Au sommaire de cette édition, 5 policiers kenyans ont été tués ce lundi matin par des Shebabs présumés dans le nord-est du Kenya. Au Niger, au moins 3 personnes sont mortes à la suite de fautes plus exceptionnelles dans le nord désertique du pays. Des milliers de têtes de bétail ont également été décimées. Et puis en Tunisie, l'état d'urgence a été prolongé d'1 mois. Il prend effet à compter de mardi. Bonsoir à tous. On ouvre cette édition par le Burundi où le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, a réaffirmé son refus de négocier avec l'opposition. C'était lors d'un congrès extraordinaire ce week-end à Ngozi. Le parti de Pierre Nkurunziza ne s'est pas doté de nouveaux dirigeants alors qu'il avait entretenu le suspense à ce sujet. Après avoir procédé à un toilettage des statuts et règlements d'ordre intérieur, le parti a acté comme prévu la principale réforme à l'ordre du jour, la suppression du poste de président du parti. Pour plusieurs observateurs, cette réforme est le signe que Pierre Nkurunziza tient désormais le parti CNDD-FDD en main. Toujours ce week-end, le président burundais Pierre Nkurunziza a tenu un meeting politique. Au cours de ce meeting, il a assuré que Dieu est du côté du parti au pouvoir. Et ce, malgré la crise politique que traverse le pays, qui a commencé lorsqu'il a décidé de se présenter pour un 3e mandat. On le suit. Si quelqu'un se lève pour combattre le CNDD-FDD, il ne se bat pas avec nous. Il engage une bataille contre Dieu, qui a la première place. Qu'il continue le combat. Des hommes se sont levés et ont affirmé devant le monde entier qu'il n'y aurait pas d'élection au Burundi. Mais toi, qui es le Dieu, toujours plus fort, à qui nous avons donné la première place dans notre parti, CNDD-FDD, nous te remercions parce que tu as été avec nous, tu as été à nos côtés. Près d'1 million de personnes fuyant le conflit en Centrafrique n'ont toujours pas pu rentrer chez elles. La moitié vit à l'extérieur du pays, mais le reste vit dans des camps de déplacés, souvent à quelques kilomètres de leur ancienne habitation. L'ONG Oxfam redoute une baisse des donations des bailleurs. Suivons à ce propos quelques témoignages. J'aimerais retourner chez moi parce qu'ici, il y a tout un tas de désordre. Les enfants ne sont pas bien éduqués, et ils ont de la peine à étudier et nous aussi nous avons de la peine à dormir. Donc nous avons le problème d'insécurité pour aller chercher de quoi manger aux enfants. Donc c'est bien que la sécurité rétablie et on sort pour aller chercher du travail à faire. Ici, là, les familles qui se trouvent dans ce temple-là, le nombre sont au nombre de... Nous sommes au nombre de 10. Il y a 10 familles de chaque ménage. Et moi, dans ma chambre, on est au nombre de 12. C'est vrai qu'il y a une modification dans l'espace politique qui donne beaucoup d'espoir de stabilisation. Mais il est important de rappeler la continuité des besoins humanitaires dans des lieux à forte concentration de personnes qui sont les déplacés. Aujourd'hui, le pays compte encore 418 000 personnes déplacées à travers le pays et dans près de 106 sites. Il est crucial aujourd'hui de continuer à accompagner ces personnes. Donc on parle de l'accès à l'eau, mais on pourrait aussi parler des abris qui sont en fait désuets. Donc ça fait quoi? Ça fait plus d'une année que les gens n'ont pas été, que ces abris n'ont pas été renouvelés. Le besoin d'accompagner les gens dans leur lieu de retour ou bien dans des lieux alternatifs de relocalisation, mais aussi la nécessité de continuer d'assister ceux qui, parce qu'ils ne pensent pas encore que les conditions sont réunies, n'ont pas encore quitté les sites. Et ça, c'est un message qu'on doit adresser aux bailleurs, mais aussi aux autres acteurs, parce qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a presque plus d'assistance dans les sites de déplacés. C'est assez pénible pour ces personnes. 65,3 millions est le nouveau record de personnes déracinées qui ont dû quitter leur foyer ou leur pays en raison des guerres et des persécutions. Une annonce faite par le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Année après année, depuis 2011, date du début du conflit syrien, ce chiffre ne cesse d'augmenter. Reportage.
Le nombre de déplacés et de réfugiés ayant fui les multiples conflits et persécutions dans le monde a atteint le niveau record de 65,3 millions en 2015. Selon le rapport statistique annuel du Haut Commissariat pour les réfugiés, c'est la première fois que le seuil des 60 millions de personnes réfugiées et déplacées a été franchi et cela représente plus que la population du Royaume-Uni. Ce nombre est en forte hausse par rapport aux chiffres de 2014. Selon le Haut Commissaire aux réfugiés Filippo Grandi, les facteurs menaçant les réfugiés se multiplient. Il rajoute qu'un nombre terrifiant de réfugiés et de migrants décèdent en mer chaque année et sur terre, les personnes fuyant la guerre ne peuvent poursuivre leur voyage car les frontières sont fermées. La plupart des crises qui poussent les déracinés sur le chemin de l'exil sont les mêmes d'une année sur l'autre, a-t-il déploré. La question des réfugiés a dominé l'actualité européenne en 2015, mais le rapport montre que la grande majorité des réfugiés à travers le monde se trouvent ailleurs, dans des pays proches des situations de conflit. L'année 2015 a cependant vu l'émergence de nouvelles situations d'urgence au Burundi, au Soudan du Sud et en Afghanistan. L'Afrique accueille à elle seule 4,41 millions de réfugiés qui proviennent essentiellement de 5 pays. L'Europe arrive en deuxième place dans le monde avec 4,39 millions de réfugiés. À la fin 2015, sur les 10 pays accueillant le plus de réfugiés, 5 sont situés en Afrique subsaharienne. J'en parlais en titre, 5 policiers kenyans ont été tués ce lundi matin lors de l'attaque de leur convoi dans le nord-est du Kenya par des hommes armés soupçonnés d'être des islamistes somaliens Shebab. Le véhicule de police qui escortait un bus a explosé après avoir apparemment été touché par une grenade tirée de lance-grenade près de la ville d'Elwak à la frontière avec la Somalie. Effondrement d'un immeuble en construction à Douala, la capitale économique du Cameroun, ce dimanche. Le bilan fait état de 5 morts. Cet accident vient à nouveau poser le problème du respect des normes de construction d'après les autorités. Une enquête a été ouverte. Suivez plutôt. Nous ne cesserons de décrier les conditions de ces réalisations. Les matériaux, le dosage, ça laisse un peu à désirer. Nous voulons dire qu'une fois de plus, il est nécessaire qu'on fasse très attention lorsqu'on a à construire un bâtiment, qu'on se réfère aux experts, que ceux qui ont la maîtrise du génie civil puissent être à nos côtés, qu'on n'ait pas seulement de l'argent à faire élever des murs. Ce que nous sommes en train de faire, c'est non seulement de demander qu'on procède à l'arrêt de travaux, mais que dès demain matin, on prenne des dispositions pour que les travaux ne se poursuivent plus. Vous voyez que tout est entassé. On suppose que les charges sont déjà sur les victimes. Mais on fera ça de manière prudente pour pouvoir donner toutes les chances à un éventuel survivant. Ce journal se poursuit au Niger à la suite de fortes pluies exceptionnelles dans le nord désertique du pays. Au moins 3 personnes sont mortes et des milliers de têtes de bétail ont été décimées. Les eaux ont également détruit 100 boutiques et autant d'habitations. 1 millier de sans-abri ont été dénombrés et une centaine d'habitations se sont effondrées d'après les services locaux de gestion des catastrophes. Début juin, l'ONU a tiré la sonnette d'alarme sur les risques de nouvelles inondations en 2016 au Niger qui pourrait affecter plus de 100 000 personnes à travers ce pays pauvre et désertique. En 2015, près de 103 000 personnes ont été sinistrées par les inondations au Niger qui ont fait des dizaines de morts. Toujours au Niger, on parle de tenue hypothétique des examens de fin d'année. Les syndicats des enseignants menacent de les boycotter et de bloquer les notes de classe des élèves. À l'origine de la menace, la non-satisfaction des revendications inscrites sur leur plateforme revendicative. Plus de précisions avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. C'est un véritable doute qui plane sur la tenue du brevet d'études du premier cycle du mercredi prochain au Niger. Les enseignants contractuels, tout comme les titulaires, ont décidé de boycotter tous les examens de fin d'année et de bloquer les notes de classe. Le cadre d'action unitaire des syndicats de l'enseignement veut à travers cette action obtenir la satisfaction de ces revendications. Le statut particulier que nous demandons, en réalité, il va aider le gouvernement à gérer la carrière et le personnel des enseignants. La grille que nous demandons, c'est pour une équité.
Des grilles ont été faites un peu partout, nous le demandons. Les statuts autonomes, mais le nouveau gouvernement en a signé beaucoup. Nous sommes là, en train d'attendre, alors que ça fait 10 ans que les enseignants demandent un statut particulier. Parce que c'est lui qui les gère, les astreints et les étoffes. C'est pourquoi cette affaire du spécial A et autres. Parce qu'il n'y a pas d'évolution de la carrière. Quand nous demandons de payer les salaires des contractuels pendant 3 mois, dans ce mois difficile de Ramadan, ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas de quoi rompre. On demande de les payer ça. On va nous dire qu'on ne peut pas nous comprendre. Tout ce que nous avons demandé n'est que la normale. On n'a pas demandé un plus. C'est juste de normaliser la situation des enseignants pour qu'ils puissent servir davantage le système. Et ça devient un problème dans ce pays. Les responsables des établissements scolaires prônent le dialogue entre les différentes parties. Ils ne veulent pas que leur travail de 9 mois d'encadrement soit vain et les élèves pris en otage. Il faudrait que les deux parties s'assoient autour d'une table pour trouver un terrain consensuel afin qu'on ne prenne pas les élèves en otage, qu'on ne nous prenne pas en otage nous-mêmes, les parents d'élèves. Il faudrait que ces examens aient lieu afin que l'école nigérienne retrouve ses lettres de noblesse. Le gouvernement a la possibilité de réquisitionner des enseignants pour organiser les examens de fin d'année. Mais pour les syndicats, cela ne va en aucun cas résoudre le problème car ils gardent les copies et les notes des élèves. Ce faisant, difficile de savoir qui passe, qui redouble ou qui est exclu. La Côte d'Ivoire bénéficie d'un système d'identification biométrique et de production de cartes nationales d'identité dont la base de données contient les informations d'une partie significative de la population à partir de 16 ans, issus principalement des recensements de 2010 et de 2015. Le comité technique du registre national des personnes physiques installé a été mis sur pied ce vendredi à Abidjan. Chris Paten Assemian pour le point. Malgré les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire ces dernières années, le problème de l'identification reste une cause de fracture sociale. La question du registre national des personnes physiques a beaucoup d'implications sur notre vie, sur le système fiscal. Dans le cadre du renforcement de sa politique de gouvernance administrative et sécuritaire, le gouvernement ivoirien a initié le projet de registre national des personnes physiques. À terme, ce projet vise à identifier la population ivoirienne en associant à chaque citoyen ivoirien ou toute personne résidant sur le territoire un numéro d'identifiant unique. Des pays comme la Mauritanie et le Cap-Vert font figure de modèle dans ce domaine. Je suis venu ici donc pour partager l'expérience de la Mauritanie par la mise en place d'un registre biométrique des populations. Donc cette expérience, nous avons démarré en 2010. Et aujourd'hui, en 5-6 ans, nous avons pu enregistrer 45% de la population. En vertu de la conduite efficiente de ce vaste projet en Côte d'Ivoire, un comité technique national comprenant l'ensemble des ministères et structures intéressées par la question de l'identification a été institué. Comité qui a la lourde charge de sortir un outil performant pour la Côte d'Ivoire et d'ici 2019, nous pensons que cet outil-là sera en place pour le bonheur de tous les Ivoiriens. Il faudrait attendre 2019 pour avoir un registre national fiable qui pourra être utilisé dans le cadre des consultations générales en Côte d'Ivoire. Et puis en Tunisie, l'état d'urgence en vigueur dans le pays depuis l'attentat suicide qui a visé un bus de la garde présidentielle à Tunis en novembre a été prolongé d'1 mois. Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a décidé ce lundi, après avoir consulté le chef du gouvernement et le président de l'Assemblée des représentants du peuple, de proclamer de nouveau l'état d'urgence sur tout le territoire pour 1 mois à partir du 21 juin 2016. C'est ce qu'a indiqué ce lundi la présidence dans un communiqué. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour l'attention et à bientôt.